Bonjour tout le monde et bienvenue à ce deuxième épisode du Seb Show dédié à la 31e saison d'Amazing Race. J'espère que vous allez bien. Comme toujours, si vous voulez vous abonner à la chaîne, activer les notifications, m'ajouter sur Twitch, sur Facebook ou laisser vos commentaires, tout se trouve en dessous de vidéo. N'oubliez pas non plus de laisser vos commentaires sur les vidéos les plus récents, comme ça je suis capable de faire un meilleur suivi de ceux-ci. Donc, là, j'ai pris un petit peu de retard avec cet épisode-ci du Seb Show couvre deux épisodes de The Amazing Race. Pour ceux qui me suivent sur Twitch ou même sur Facebook, vous savez que j'étais dans le rush de l'impôt, donc à la fin de l'impôt, j'ai pas été capable de faire les vidéos. Pour Amazing Race, ça l'a pas tant fait une différence à mon sens, peut-être un petit peu plus avec Survivor que je vais avoir aussi un nouvel épisode. Mais malgré tout, on va faire le résumé des deux derniers épisodes. C'est quand même intéressant, autant Amazing Race que Survivor. Cette fois-ci, c'est Amazing Race, mais je vais vous revenir avec l'épisode de Survivor un petit peu plus tard. Donc, pour l'épisode 2 et 3 de The Amazing Race, on est revenu sur quelque chose que j'aime pas tellement. Et c'est la notion de non-élimination. On en a parlé quand j'ai fait mes vidéos sur la saison 30. C'est quelque chose qui m'agace un petit peu. Je pense que c'est l'une des plus grosses lacunes de The Amazing Race. Il y a un côté, je pourrais dire, random, donc aléatoire. Excusez-moi l'expression en anglais, mais un côté aléatoire que j'aime pas dans un contexte où c'est censé être les performances des équipes qui font en sorte qu'ils survivent ou non. Et là, le pire, je pense, dans l'épisode 2 et dans l'épisode 3, c'est que je crois sincèrement, en tout cas, de ma perception, je crois que l'épisode 2, à la limite, était un épisode parfait pour faire une non-élimination rendue là. Pas l'épisode 3. Et il me semble que ça l'a enlevé du plaisir derrière ce qui est arrivé. Puis la première chose que je me suis dit quand j'ai écouté l'épisode 2, je me suis dit, il aurait tellement dû avoir une non-élimination là. Et à l'épisode 3, je me suis dit, mon Dieu, que la non-élimination avait pas d'affaire là. Et je veux m'expliquer. C'est que dans l'épisode 2 de The Amazing Race, les équipes ont fait plusieurs compétitions, mais des compétitions qui ne leur permettaient pas de... En tout cas, majoritairement, pas des compétitions qui leur permettaient de se distancer des autres. Dans un contexte comme ça, il y a eu, entre autres, l'activité avec les offrandes par rapport aux moines. Vous avez eu la ride d'éléphants. Malgré que Rupert a eu de la difficulté avec son éléphant, Becky aussi, malgré tout, globalement, tu suis les autres, puis ça reste, je vais utiliser l'expression cul à cul. C'est un peu, les équipes restent toutes collées les unes sur les autres, et on l'a vu d'ailleurs au pit stop, toutes les équipes arrivaient un en arrière de l'autre, et c'était... Il n'y avait pas tellement une compétition derrière ça. Toutes les équipes se sont stallées là. Et dans un contexte comme ça, quand les équipes, dans le fond, n'ont pas la chance de performer ou de se distinguer dans les compétitions, je considère que là, ça devient intéressant de dire, on va me faire une non-élimination à ce moment-là. Parce que l'enjeu était pas très grand. Il n'y avait rien de très compétitif durant l'épisode. Il y a eu quand même, le double U-turn. Donc, à ce moment-là, il y a eu les trucs de prononciation, des mots. Ça, oui. Ça a eu un impact un peu plus. Tout ce qui était par rapport au U-turn avait un peu plus d'impact, mais tout le reste de l'épisode, non. Tandis que l'épisode 3, c'était un épisode qui était extrêmement compétitif. C'était un épisode où ce qu'il fallait vraiment que tu te démarques, que tu sortes de ta zone de confort, la danse, le karaoké. Il y avait tellement d'activités, je pourrais dire, diversifiées dans cet épisode-là. La pêche, qui a fait en sorte que... il y avait un potentiel de dire, en faisant le mauvais choix, un peu comme ce que... voyons, Chris et Brett ont vécu, de faire un mauvais choix par rapport à aller danser en premier et ensuite aller à la pêche parce que finalement ils voyaient bien que ça fonctionnait pas par rapport à la danse. Eh bien, je trouve que ça aurait dû être punitif.
Ils ont fait un choix, ils ont fait le mauvais choix, mais c'est un choix qui leur appartenait. Ils ont terminé dernier, oui, il va y avoir un speed bump au prochain épisode, mais globalement, j'ai pas la sensation qu'il y a eu une punition par rapport au mauvais choix qu'ils ont fait. Avec la non-élimination, ça les a sauvés malgré leurs mauvaises décisions. Et c'est ça que je déteste de la non-élimination. Je préférerais vraiment commencer la course avec 15 équipes et qu'il y ait une élimination systématique dans chaque épisode. Ou, à la limite, encore là, je fais référence à ce que je vous avais dit lors de la saison 30, s'il n'y a pas une élimination dans l'épisode, au moins que ce soit un épisode comme double. Donc, les équipes continuent à courir, qu'ils n'arrêtent pas, c'est pas un pit stop en tant que tel, c'est comme, non, il faut que tu y ailles, là. Tu y vas, puis all-in, puis ça s'échelonne sur 2 épisodes. Ça, je suis d'accord avec ce concept-là. Ça peut déstabiliser certaines équipes. C'est évidemment une équipe qui prendrait énormément de retard dans le premier épisode va avoir encore un gros gap à combler. Ça va être difficile pour cette équipe-là de survivre. Mais reste quand même que rendu là, je trouve ça un peu plus fair pour toutes les équipes. Puis on s'entend que dans l'histoire de Amazing Race, il y a des équipes que j'ai adorées qui ont eu la chance de ne pas subir l'élimination comme ça. Malgré tout, j'aurais préféré qu'ils soient éliminés. Et je trouve que ça l'enlève du lustre au gagnant rendu à la fin. Ça enlève et c'est comme, ouais, ben t'as gagné, mais selon les règles normales, t'aurais été éliminé plus tôt. Puis, en mon sens, c'est quelque chose qui... c'est ça, j'ai beaucoup plus d'appréciation pour une équipe qui va réussir à ne jamais terminer dernière qu'une équipe qui, même si je l'aime, si je l'apprécie, qu'elle est fun, qu'elle est drôle, mais une équipe qui va avoir moyennement performé, ou en tout cas très... je pourrais dire... qui ont été épais pendant au moins une épreuve ou pendant un épisode complet, assez épais malgré qu'ils ont été excellents dans les autres. Ils ont été épais dans un épisode, ils devraient partir. C'est plate, c'est comme ça, ils ont pris les mauvaises décisions, ils n'ont pas été assez vite. Parce que pour moi, Amazing Race, c'est un ensemble de talents qui sont mis à l'épreuve. Donc l'endurance, l'intelligence, la rapidité, l'endurance, la force, c'est tous des éléments, c'est un rassemblement de ça. Et donc, chaque équipe peut avoir sa force, mais il faut que globalement, tu sois un peu bon dans tout. Il faut que tu sois capable de bien te débrouiller dans chaque aspect. Le sens d'orientation aussi. Et la non-élimination vient comme démontrer, fait comme, même si tu n'as pas été bon dans quelque chose, ben tu peux continuer la course pareil. C'est un concept que j'aime pas. Donc, Rupert et Laura ont été éliminés dans l'épisode 2. Pas très surprenant, à mon sens. Là. Il avait très mal performé lors du premier épisode. Lors du deuxième épisode, ça n'a pas été mieux. On voyait que le côté sens de l'orientation, il l'avait pas. Le côté rapidité, il l'avait pas. Je vous en parlais un peu dans le premier épisode du Seb Show par rapport à cette saison-ci. Rupert et Laura n'étaient pas une bonne équipe à emmener à Amazing Race. Rupert, peut-être. Sa femme, non. En ce sens que Rupert est une légende de Survivor. Même s'il a très mal performé les dernières fois qu'il a joué, au moins, on a le côté légende. On a le côté de, bon, ben, il a participé souvent, il a été là souvent. Laura, pas du tout. Donc, je pense vraiment que d'amener Laura était une obligation pour avoir Rupert. Rupert a probablement dit non, c'est avec ma femme que je le fais et rien d'autre. Et ça l'a comme... On a eu comme l'obligation de... J'aurais préféré avoir Rupert avec quelqu'un d'autre de très fort de Survivor, quelqu'un qui a marqué l'histoire de Survivor. Dans ce cas-ci, c'était pas le cas. C'était pas une équipe qui allait sur la performance. C'était comme un couple qui partait en voyage, qui faisait des activités. Mais on s'entend que si Art et Gigi n'échouaient pas dans le premier épisode aussi dramatiquement lors de la dernière compétition, Rupert et Laura auraient déjà été éliminés. Et je pense, j'ose croire que Art et Gigi auraient mieux performé dans le deuxième épisode et dans les épisodes subséquents.
vu la force quand même qu'ils avaient, malgré qu'ils avaient pris de l'âge, on l'a vu dans l'épisode 1, je pense qu'ils auraient pu être même au-dessus de Chris et Brett dans certaines compétitions. Mais malheureusement, bon, l'épisode 1 avait scellé le destin. Et Rupert et Laura ont jamais été capables de vraiment pousser la machine plus loin que ça. Et c'était assez prévisible en mon sens. Donc le deuxième épisode d'Amazing Race a eu l'autre événement qui, à mon sens, était complètement stupide. Et c'était le U-turn. J'ai tellement pas compris la logique, et je pense que ça démontre à quel point ils sont à court terme, le bénéfice court terme qu'ils essayent d'aller chercher, et c'est celui de Rachel et Lisa qui ont U-turn Becky et Floyd, Becca et Floyd. Je dis Becky, peut-être que j'ai utilisé Becky plutôt, mais c'est Becca. Becca et Floyd. Dans leur contexte, ils n'étaient pas en danger. Becca et Floyd avaient jamais rien fait contre eux. Ils avaient peut-être pas été contents par rapport à une petite niaiserie, mais je veux dire, globalement, Becca et Floyd avaient rien fait de mal pour mériter un U-turn. Ils étaient en avant. Rachel et Lisa avaient aucune pression en arrière d'eux autres par rapport à dire mon Dieu, on est avant-dernier, faut absolument U-turn quelqu'un. Je peux comprendre à ce moment-là, c'est comme une nécessité de survie. Mais dans le contexte, je comprends pas le move de Rachel et Lisa. Ils se sont mis davantage de pression sur les épaules. Les équipes vont les voir comme des joueurs qui sont prêts à trancher à la gorge de n'importe qui pour aller plus loin. Et on le sait que toutes les équipes sont un peu comme ça malgré tout. Mais souvent, il y a quand même un certain respect. Les U-turns sont souvent utilisés quand tu es en cas désespéré. Quand tu veux réellement éliminer une équipe qui est soit ultra dominante, il aurait pu le faire à Léo et Jamal, entre autres. Mais non, ils ont choisi Becca et Floyd, ou une équipe vraiment qui est en arrière de toi, puis que tu es à risque, qui te dépasse et que tu sois dernier. Dans des contextes comme ça, le U-turn est bon. Quand tu es en avant du groupe, que tu n'as pas de pression en arrière de toi, laisse faire la job sale aux autres. C'est sûr qu'il y a quelqu'un qui va l'utiliser tôt ou tard. C'est sûr qu'il y a quelqu'un qui va se retrouver dans la situation que je viens d'énumérer, c'est-à-dire t'es avant-dernier, t'es dans les 3 dernières équipes, tu veux pas prendre de chance, tu veux pas finir dernier, tu l'utilises, mais rendu là, c'est une guerre que tu permets de faire entre les autres, c'est pas toi qui entreprends cette guerre-là. Dans le cas de Rachel et Lisa, ça a été. En plus qu'ils l'ont fait pour rien, ça l'a même pas éliminé l'équipe de Becca et Floyd. Ça les a pratiquement même pas ralentis. Fait que c'est ça qui est le pire dans toute l'histoire, c'est que il y a peut-être qu'il aurait pu être éliminé à cause de la raide d'éléphant à la fin. Ils ont passé proche à cause de ça. Si Rupert avait mieux fait son trajet avec l'éléphant, peut-être que. Mais globalement, sur le coup, ça n'a absolument rien donné. Fait que, sincèrement, ça a été le move épais de l'épisode. Mais il fallait s'y attendre. Rachel a jamais été vraiment une très grande compétitrice de Amazing Race. Elle a été meilleure dans Big Brother, on s'entend, dans le sens qu'elle a gagné beaucoup de compétitions solo. Mais en équipe, elle a de la difficulté. Puis avant, c'était avec son chum, maintenant, c'est avec sa sœur. Ça n'a pas l'air d'améliorer tant les choses que ça, les interactions sociales. Et on voit un peu le résultat. J'ai la sensation que Rachel et Lisa sont un duo de milieu de plateau. Je sens pas la vibe d'une équipe qui va se rendre à la fin. C'est une équipe qui risque justement que les autres joueurs en plus, dans un événement de U-turn, vont facilement pouvoir cibler. Eux ont pris le lead par rapport à un U-turn, puis on a vu même dans les previews qu'à un moment donné, les équipes vont voter pour U-turn une autre équipe. En tout cas, c'est ce qu'on laisse supposer dans les previews qu'on a vus depuis le premier épisode. Et si ça survient, ben, Rachel et Lisa sont des
des cibles faciles. Je veux dire, pour tous les autres joueurs qui sont encore dans la course, cibler Rachel et Lisa dans un tel contexte va être super facile. En faisant comme, ben, eux autres, ça ne les a pas dérangé de le faire aux autres. Fait que pourquoi qu'on le fait pas à eux autres? Fait que comme ça, tu mets pas beaucoup de sang sur tes mains. Tout le monde va, peut-être mis à part Janelle et Britney, tout le monde va être pas mal d'accord avec ça. Puis Rachel et Lisa risquent de se faire éliminer dans une situation comme ça parce que Rachel et Lisa sont bonnes, mais sont pas exceptionnelles. Reprendre un retard de mettons, un U-turn, ça va être extrêmement dur pour eux autres. En mon sens, j'ai de la difficulté à les voir surmonter une telle épreuve s'ils se font pas éliminer avant par le cours normal des choses, en mon sens. Mais moi, je dirais que Rachel et Lisa, probablement entre la 5e et 7e position, j'ai un petit peu cette vibe-là de ce côté-là. J'ai hâte de voir si mes doutes vont se confirmer. Ensuite de ça, on va aller à l'épisode 3 de The Amazing Race. Pas des belles compétitions qui étaient drôles, qui étaient intéressantes, qui étaient différentes aussi. La danse, le karaoké, ces choses-là. On a vu Léo et Jamal avoir beaucoup plus de misère. Sincèrement, c'est la première fois qu'on les voit avoir autant de misère dans un épisode cette saison-ci. Malgré tout, ils ont quand même essayé des choses stratégiquement. Ils ont essayé d'induire, entre autres, Elisa et Corinne en erreur. C'était intelligent de leur part. Ils ont essayé de se mettre une certaine distance. Mais ça, c'est un peu comme Léo et Jamal auraient dû avoir un peu la pensée de Chris et Brett. C'est-à-dire, je m'en vais pêcher. Parce que je comprends que la pêche était risquée sur la vitesse que ça pouvait prendre. Mais par contre, à partir du moment que... Et je peux comprendre des gens qui dansaient à la base. Il y avait des... Bon, Rachel et Lisa avaient été cheerleaders. Il y en avait d'autres aussi qui avaient une expérience en danse dans les participants. Donc, avec une certaine expérience en danse, aller avec une certaine confiance pour une compétition de danse, je peux comprendre. Mais dans le passé, toutes les compétitions de danse ou même de chant ont été extrêmement difficiles pour les équipes. Si tu as le choix de le faire, il faut que tu aies une certaine qualité là-dedans. Sinon, ça va être de répéter et répéter et répéter. Et le problème derrière le fait de répéter, et jusqu'à temps que tu l'ailles bon, c'est qu'à chaque fois que tu le fais, tu retournes en arrière des autres équipes qui, eux, peuvent réussir avant toi. Et ça, c'est dangereux. Tandis que dans une compétition de pêche, tu peux être badlocké, mais tout ce que tu ramasses, ben tu le ramasses. Tu progresses dans la compétition, alors que dans la compétition de danse, comme elle était montée, ben progresser est extrêmement difficile parce que les autres ont une chance de réussir avant toi si tu réussis pas la première fois. Ce qui n'est pas nécessairement le cas par rapport à la pêche. Donc, en mon sens, Léo Jamal, Chris Brett auraient dû choisir la pêche dès le début. Je dis pas que Léo Jamal aurait fini premier, mais je pense que facilement ils auraient pu être dans les 4 premiers, les 3-4 premiers. Je pense que c'était accessible pour eux dans ce contexte-là. Donc, bon, ce qui s'en vient un peu dans les prochains épisodes, l'épisode 4, 5, 6, on voit quand même, j'ai l'impression qu'il y a certaines équipes qui sont destinées un peu, entre parenthèses, à perdre. Chris Brett, on n'a pas d'histoire autour d'eux autres. On n'a absolument rien. On n'a pas de hype. Ils sont pas extraordinaires. Ils sont pas drôles. Ils ont rien pour eux autres. Chris Brett, encore là, je vais les mettre dans la situation de 5 à 7. Là. C'est les positions 5, 6, 7. Peu importe l'ordre dans lequel ça va virer, c'est des positions qui vont être occupées probablement par Elisa, Rachel, Chris Brett, Janelle Britney, probablement. Janelle Britney, on n'a pas de vibe ultra positive non plus par rapport à eux autres. Surprenamment, on n'a pas non plus de Colin and Christy. Colin and Christy qui avait été ultra marquants dans leur saison d'origine, là, ils sont tellement zen qu'on les voit pas, mais ils sont toujours en avant. On sent que côté compétitivité, ils sont là. Ils sont présents, puis
ils perdront pas facilement. Ça reste une des équipes que je surveille le plus avec Léo Jamal, qui en mon sens restent les deux équipes qui ont le plus de chances de gagner la saison. Léo Jamal, beaucoup d'histoires autour d'eux autres. Ça me surprendrait beaucoup qu'on les voit se faire éliminer à court terme. Je les vois en finale, Léo Jamal. Colin Christie, on pourrait avoir une surprise. Il pourrait peut-être être remplacé par Victor Nicole à la fin. Finir quatrième. Mais je pense que ça va. C'est les équipes qui sont, à mon sens, Nicole, Victor, Colin Christie, Léo Jamal, c'est les trois équipes les plus dominantes dans la saison. C'est celles qui ont le plus de chances de se rendre dans les 3 derniers, les 4 derniers. On va probablement voir une équipe quand même réussir à se positionner dans les 4 derniers qui va peut-être être une surprise. J'ai pas la sensation non plus. Elisa Corinne, ils ont beaucoup de difficultés. Ils fonctionnent pas nécessairement bien. Si j'avais à penser à une prochaine équipe à être éliminée, en mon sens, ça va jouer soit entre Chris et Brett. Surtout c'est avec le Speed Bomb. S'ils réussissent à passer au travers du Speed Bomb, je pense que Chris Brett peut se rendre un peu plus loin. Mais Elisa Corinne, j'ai de la difficulté à concevoir qu'ils vont se rendre vraiment beaucoup plus loin. Fait que ça risque d'être l'équipe qui va partir la prochaine. Dans mon mood, dans la façon que je vois comment que l'editing a été fait, comment que le montage de l'émission a été fait, ça va être des équipes comme ça qui vont partir prochainement. Mais par exemple, je vois vraiment Colin Christie, Léo Jamal, Victor Nicole se rendre à la fin. Ou en tout cas dans les 4 derniers, 5 derniers, ça c'est certain. C'est des équipes de premier plan, à mon sens, qu'on voit beaucoup plus, qui a une histoire plus intense, qui est rattachée à eux autres, mieux développée. Fait que j'ai hâte de voir. Fait que là-dessus, je vais vous laisser. Je vais vous souhaiter une excellente journée. Prenez soin de vous autres. Puis on se retrouve la semaine prochaine. Bye bye.